Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload de l'exode coll numéro 3, un vieil exercice de colle présent sur la chaîne depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi quand même. C'est pas rien, ça fait partie des premières vidéos de la chaîne, donc quand même. Néanmoins, il a fallu que je vous propose un réupload suite à des échanges en commentaire sur cet exercice et la résolution que j'en proposais, puisqu'il y avait un passage dans la résolution que je proposais qui était un petit peu trop rapide. Je remercie d'ailleurs la personne qui pourra se reconnaître à travers ces commentaires. Donc je remercie aussi également cet échange que nous avons pu avoir autour de cet exercice. Et donc suite à ce petit passage un peu bancal, je me suis senti obligé de vous proposer un réupload de cet exercice. L'avantage de retravailler un exercice qu'on n'a pas travaillé depuis un certain temps, c'est que d'autres idées peuvent nous venir, peuvent émerger et nous amener à des résolutions plus simples. C'est exactement ce qui va se produire donc dans ce réupload. Je vais vous proposer une résolution plus simple que la résolution originale et qui me permettra d'ailleurs d'éviter de passer par le passage ennuyeux et bancal par lequel je suis passé lors donc de la résolution originale. Néanmoins, j'en toucherai quelques mots puisque je pense que, comme beaucoup d'entre vous ne l'ont pas remarqué cette erreur, je pense que ça peut être bien de le mettre en avant et vous permettre de comprendre pourquoi ce passage-là pouvait être une erreur. Voilà. Bref, sans dire davantage, alors peut-être juste un dernier truc avant de lancer l'exercice, vraiment n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions, des remarques concernant les exode coll et les petits exode coll que vous voyez, parce que ça me permet toujours de vérifier si ce que j'ai proposé comme correction est correct ou non, et si donc faire un mélange entre votre compréhension et également l'exercice. Ça me permet de voir s'il y a peut-être des petites choses qu'il faut que j'ajoute en description de la vidéo, s'il y a vraiment un truc comme juste une petite erreur de calcul à la fin d'un exercice, c'est notamment arrivé dans un autre exercice de colle, mais s'il y a une erreur vraiment très grossière présente dans la vidéo, ça peut me permettre de réfléchir à nouveau sur l'exercice et de me dire est-ce que je dois proposer une nouvelle version de la vidéo ou pas. Et ce, même si la vidéo date, hein. Donc n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne et que vous lancez à faire le tour des exercices de colle et petits exode coll proposés, donc n'hésitez pas à faire part de votre ressenti concernant certains exercices. S'il y a vraiment des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça peut me permettre à la fois de vous aider à comprendre le passage, et en même temps de vérifier si ce que je propose comme résolution est correct ou non. Ça serait quand même dommage, étant donné que l'établissement de cette banque d'exercices de colle et donc de ces corrections est vraiment le but principal de la chaîne, ça serait dommage que parmi les corrections que je propose, il y ait des erreurs. Donc j'aimerais faire en sorte qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc j'espère que vous comprenez ça. Bref, maintenant, lançons-nous donc dans cet exercice. J'espère ne pas trop vous ennuyer avec tout ça, mais je pense que c'est quand même important et j'espère me faire entendre. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On veut montrer que la suite cos n est divergente. Alors c'est assez marrant de proposer le réupload de cet exercice de colle après un petit exode coll qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Il y a un petit exode coll, notamment le petit exode coll numéro 62, où nous avons vu que l'ensemble des sinus de n, quand on fait le tour des n entiers relatifs, c'est un ensemble dense dans l'intervalle -1 à 1. Et il se trouve qu'il existe une résolution possible de cet exercice utilisant le résultat donc de ce petit exode coll numéro 62. Ici, je ne vais pas l'utiliser, d'accord? Je vais vraiment faire une résolution, proposer une résolution rudimentaire qui est tout à fait atteignable pour des étudiants en première année de classe préparatoire et qui ne demande aucune ou presque aucune connaissance en topologie. Donc vraiment, on peut vraiment faire ça, je dirais pas forcément les yeux fermés, mais c'est quand même un exercice où il va falloir mêler certaines choses que vous pouvez peut-être deviner, et d'autres petites connaissances qu'il faut avoir en première année de classe préparatoire, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire davantage, sinon je vais commencer à rentrer dans l'exercice et à vous spoiler des choses. J'ai pas envie de ça. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice avant que je ne vous propose donc une résolution. Ok, alors j'espère que vous avez essayé. J'aimerais faire juste une petite remarque aussi avant de lancer la résolution. Ça doit être assez marrant de voir la différence, à quel point je suis à l'aise actuellement après 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi sur la chaîne, et de comparer donc ce nouveau exode coll 3 avec les autres exode coll 2 et 4, puisque cet exode coll va se retrouver à nouveau là où il doit être. Donc ça doit être assez marrant si on fait les exercices de colle dans l'ordre.
Ça doit être assez marrant de voir, de pouvoir comparer l'aisance que j'ai pu gagner au fur et à mesure des mois et des années finalement. Donc, c'est parti pour une résolution. Et je vais vous mettre en avant également le petit passage bancal, et vous allez comprendre également pourquoi ce passage pouvait être ennuyeux. Alors, l'idée, en tout cas le point de départ pour tenter de résoudre cet exercice, c'est de se dire que partir sur le fait de montrer qu'une suite est divergente, c'est quand même une information très faible en fait. Finalement, il n'y a pas grand chose qu'on peut en tirer quand on vous dit on doit montrer qu'une suite diverge. C'est assez... c'est comme si on vous disait montrer qu'un ensemble est vide ou montrer une inégalité, donc c'est-à-dire que quelque chose est différent d'une autre chose. Pas inférieur ou égal, je parle vraiment juste de deux choses qui sont différentes. Quand on dit que deux éléments ne sont pas égaux, ça n'apporte que très peu d'informations finalement. Ça donne beaucoup plus d'informations une égalité qu'une inégalité. La même chose, un ensemble vide par rapport à un ensemble qui contient des éléments, et ce qui contient le plus d'informations, c'est l'ensemble qui peut contenir des éléments. Parce qu'on peut manipuler ces éléments. C'est ça l'avantage. Donc, pareil, pour une suite qui diverge, on préférera plutôt manipuler une suite qui converge, parce que là, on peut dire plus de choses. Et donc, c'est comme ça que peut nous venir à l'esprit de vouloir proposer une preuve par l'absurde. Puisque si on suppose que la suite converge, on peut partir d'une information quand même très rigide et tenter, grâce à cette information rigide, d'avoir des conclusions qui nous amèneraient finalement à une contradiction. Donc exactement quand on veut montrer qu'un ensemble est vide, on peut supposer qu'il y a un élément dedans, au moins un élément dedans, et arriver à des contradictions qui nous amèneraient à dire que finalement cet élément ne peut exister. Voilà, c'est vraiment le même genre d'idée. Donc pour avoir ces informations, je vais partir donc pour une preuve par l'absurde. Supposons que cos m converge vers une limite L. Donc, je vais noter comme ceci pour dire que cos n tend vers L. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la limite va nécessairement appartenir à un intervalle moins 1, 1. Alors plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Et puis l'intervalle moins 1, 1 étant un intervalle fermé, en sens de topologie, donc si j'ai une suite d'éléments qui est dans un intervalle fermé, un ensemble fermé, et que cette suite converge, alors la limite doit appartenir également à l'ensemble fermé. Ça, c'est une manière. Une autre manière de prouver que la limite est bien entre moins 1 et 1, c'est de jouer avec les epsilon. Donc, c'est-à-dire que je traduis avec les epsilon en disant pour tout epsilon, il existe un entier grand N à partir duquel, pour tout N plus grand que grand N, on a telle propriété pour la différence entre cos N et L. Et puis, en jouant avec le epsilon, on pourra se rendre compte que la limite ne peut pas être en dehors de l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est une autre manière de justifier que la limite L doit nécessairement être dans cet intervalle fermé moins 1, 1. Voilà. Il y a certainement peut-être d'autres façons de le dire, mais juste pour le dire à l'oral rapidement, voilà comment on peut le justifier. Ok, alors je vais maintenant tout de suite faire une petite aparté sur une façon qu'on aurait pu lancer, enfin en tout cas des choses qu'on aurait pu lancer pour essayer d'amener à une contradiction, et qui malheureusement peut demander des justifications supplémentaires qui finalement pourront être évitées. Alors, la première chose qui peut nous venir à l'esprit quand on voit ça et qu'on voit qu'on manipule des cosinus, on s'attend probablement à devoir manipuler des sinus et donc à devoir manipuler des formules trigonométriques. Peut-être une des premières formules trigonométriques qui vous vient à l'esprit serait la suivante. Donc là, je vais écrire le passage qui est bancal, qui était bancal donc dans la version originale, et je vais vous expliquer pourquoi il était bancal. Donc l'idée, ça serait de dire, ok, j'aimerais bien utiliser l'identité cos carré plus sin carré égale 1. D'accord? Donc ça fait partie des premières identités trigonométriques qu'on rencontre. Alors on sait que cos de n au carré doit converger, puisque cos n converge, donc ça va tendre vers L carré, quand n tend vers l'infini. Le 1 tend vers 1, et donc par conséquent, ce terme-là doit converger également, et doit donc converger vers 1 moins L carré. Jusque là, tout va bien. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sinus carré de n converge et tend vers 1 moins L carré. Et voilà le passage un peu bancal, qui est vrai, mais qui demande vraiment du travail. C'est le suivant. Vous pourriez être tenté de dire que comme la suite au carré tend vers cette limite, alors la suite elle-même tend vers plus ou moins racine carrée de 1 moins L carré.
Vous pourriez être tenté de dire ça. Ok, alors ça va être vrai, mais c'est difficile. Pourquoi? Alors déjà, pourquoi c'est difficile? Parce qu'a priori, on se dit, pourquoi pas? Ça n'a pas l'air aberrant. Eh bien, ce que vous êtes en train de dire à travers cette implication, ou en tout cas de suggérer, c'est que potentiellement, si vous avez n'importe quelle suite UN, donc là je vais écrire la proposition qui semble, enfin que vous êtes peut-être en train d'utiliser, ça serait de dire, bah, si j'ai une suite UN de réels, ok, donc c'est comme ça qu'on note, hein. Si j'ai une suite UN de réels telle que UN carré converge vers une limite alpha, qui va donc nécessairement être positif, alors UN tend vers plus racine de alpha ou moins racine de alpha. C'est plus ou moins ce que je pourrais sembler dire. Malheureusement, l'application que je viens d'écrire là est fausse. Cette implication est fausse en général, et on peut trouver un exemple très simple à ça. Si vous prenez UN, la suite qui est égale à moins 1 puissance n, donc 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Cette suite-là, elle ne converge pas. On est bien d'accord. On ne fait qu'alterner entre moins 1 et 1. Il y a deux valeurs d'adhérence, certes, mais on ne fait qu'alterner entre moins 1 et 1. Et pourtant, si je mets cette suite au carré, donc si je regarde UN au carré, bah ça me donne toujours 1. Et donc la limite de cette suite, quand n tend vers l'infini, c'est 1. Donc j'ai bien la condition que UN carré tend vers une certaine limite, mais UN ne converge pas vers la racine carrée ou moins la racine carrée de la limite. J'ai un souci ici, d'accord? Cette suite ne converge pas, elle diverge. Donc c'est un contre-exemple à cette implication. Donc cette implication est fausse. En fait, ce qui est un petit peu plus vrai, quelque chose qu'on pourrait dire, c'est que si on a cette condition, alors pour n'importe quel epsilon, si je regarde l'ensemble des UN qui sont assez proches de alpha, donc c'est-à-dire tels que UN moins alpha est plus petit que epsilon, enfin UN carré moins alpha pardon est plus petit que epsilon, si je regarde cet ensemble-là, je peux le séparer en fait, je peux séparer les indices, les entiers, en deux ensembles, ceux qui vont être plus proches de racine de alpha, donc qui vont faire que UN va être assez proche de racine de alpha, et ceux tels que UN va être assez proche de moins racine de alpha. Je vais écrire ce qu'on pourrait potentiellement avoir comme implication, donc comme vous l'aurez compris, ce truc-là est faux. Par contre, ce qui peut être vrai, c'est que si j'écris deux ensembles, donc ça va impliquer que pour tout epsilon positif, si je note, donc on va noter U, je ne sais pas si U c'est un bon choix finalement, je vais peut-être, parce que bon je pensais l'appeler U, mais je pense que c'est pas un bon choix du tout, donc je vais peut-être l'appeler, disons A. Donc si je note A epsilon racine de alpha, l'ensemble des indices n tels que la différence entre UN et racine de alpha, ben ça c'est plus petit que epsilon. Donc si je note ça et que je note A de epsilon pareil moins racine de alpha, la même chose, sauf que je remplace le UN moins racine de alpha par UN plus racine de alpha, eh bien je sais qu'il existe un entier grand N tel que, eh bien si je m'amuse à regarder l'ensemble des entiers plus grands que grand N, eh bien c'est partitionné, donc ouais, je peux le partitionner par les deux ensembles que je viens d'écrire là. Donc c'est-à-dire que, si je veux peut-être l'écrire un peu mieux, pour tout n plus grand que grand N, on a soit n qui appartient à A epsilon racine alpha, ou n qui appartient à A epsilon moins racine de alpha. On se retrouve donc avec ces deux possibilités. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux ensembles que j'ai ici peuvent potentiellement... Alors au moins un des deux doit être infini, puisque bon là ce que je suis en train de dire, c'est que si je prends l'ensemble des entiers qui sont plus grands qu'un certain grand N, là, je dois pouvoir partitionner l'ensemble en disant soit je suis là, soit je suis là. Alors je dis partitionner, ça va dépendre de la valeur de epsilon bien sûr, mais si epsilon est suffisamment petite de façon à séparer racine de alpha et moins racine de alpha, je vais en effet avoir une partition de l'ensemble des entiers plus grands que grand N.
Et à cause de ça, ça veut dire que l'un des deux ensembles doit être infini. Mais c'est pas impossible que les deux ensembles soient infinis. Et si tel est le cas, ça veut dire que la suite admet deux valeurs d'adhérence, qui sont racine de alpha et moins racine de alpha. Voilà en fait la grosse subtilité qui se cache derrière cette implication. Là, cette implication-là que je viens d'écrire est vraie, pourtant l'implication qui est ici, a priori en général, c'est faux. Mais ça va devenir vrai grâce à des manipulations de formules trigonométriques. Ou alors, une autre façon de s'en sortir, c'est de justifier pourquoi sinus de n converge. Ça aussi, c'est une autre manière de justifier. Mais jusqu'ici, je n'ai pas donné de justification sur le fait que sinus de n converge. Voyez la subtilité? J'espère que vous la comprenez. Je peux comprendre que cette partie-là puisse vous perdre un petit peu, mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que l'implication un carré tend vers alpha implique un tend vers plus ou moins racine d'alpha. Cette implication est fausse en général. D'accord? Et l'application par laquelle on pourrait corriger, ça serait cette implication-là, qui m'amènerait à considérer donc deux valeurs d'adhérence pour ma suite, donc la suite un ou la suite sinus n. Et donc les deux valeurs d'adhérence, il y a moyen de s'assurer, de montrer qu'il ne peut pas y avoir deux valeurs d'adhérence, mais qu'une seule valeur d'adhérence, et grâce à ça, je peux avoir la convergence. Bref, mais je ne vais pas utiliser ça. D'accord? Donc je vous ai fait cet aparté-là parce que ça c'était dans la vidéo originale, et je voulais vous expliquer pourquoi ce passage-là est un peu trop rapide. Alors à moins que vous justifiez entre deux pourquoi sinus n converge, et en fait c'est ce que je vais faire là, mais ça va simplifier énormément la résolution, vous allez voir, mais à moins que vous justifiez, si vous justifiez, dans ce cas-là, ce que vous écrivez là est correct. Mais si vous ne l'avez pas justifié, en général c'est pas vrai. D'accord? Ok, donc je vais laisser au tableau, parce qu'il y a quand même l'identité là dont je vais me servir, mais un peu plus tard. Pour l'instant je ne vais pas m'en servir, je vais juste vous laisser au tableau la chose compliquée qui se cachait dans la résolution originale. Maintenant, je vais plutôt me lancer dans la résolution, une résolution beaucoup plus simple. Comme je l'ai dit, je veux justifier, en fait, je veux montrer que si cosinus n converge, sinus n converge également. Comment je peux faire ça? Eh bien, je peux utiliser les identitaires trigonométriques. Donc là, j'en ai utilisé qu'une seule pour l'instant. J'aimerais en utiliser d'autres. Et les autres formules, il y a cosinus de a plus b et sinus de a plus b. Alors il y a un moyen, en tout cas j'ai un moyen mnémotechnique à vous proposer pour retenir les formules, si vous avez un peu de mal à les retenir. Cosinus il est con, lui il est pour la ségrégation et il change de signe. Le sinus il est intelligent, lui il est pour la mixité sociale et en plus de ça il change pas de signe. Voilà un moyen de le retenir. Alors maintenant si j'écris par rapport à ce que je viens de dire, je vais pouvoir écrire que les cosinus sont ensemble, les sinus sont ensemble, et il y a un moins, puisque le cosinus change de signe. Le sinus, lui, il est pour la mixité sociale, donc cos A sin B, plus sin A cos B. Et en plus, il ne change pas de signe, donc voilà pourquoi on a un plus. Je n'ai peut-être pas écrit les formules dans le même sens que vous les avez apprises, mais je vous assure que ce sont exactement les mêmes formules. D'accord? Il y a juste un jeu de changer peut-être les deux termes que j'ai mis à gauche et à droite, de part et d'autre, et peut-être jouer avec le produit que j'ai écrit, mais sinon c'est la même formule. D'accord? Donc voilà les formules trigonométriques que j'ai utilisées. On s'y attendait, normalement on devrait s'y attendre en voyant l'énoncé de l'exercice. Et donc je vais devoir utiliser ces identités trigonométriques, ces formules. Et donc la première que je vais utiliser cos de n plus 1. On a, pour tout n entier naturel, cos de n plus 1 qui est égal à, et là, je vais utiliser cette formule là, donc ça va faire cosinus n fois cosinus 1 moins sinus n fois sinus 1. Et là maintenant, je vais pouvoir justifier. Donc là, je vais effacer maintenant mes formules. Si vous voulez rejeter un coup d'œil, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo. Mais là maintenant, je vais utiliser, disons, deux propriétés. La première, c'est que là, j'ai une suite extraite. J'ai pas pris tous les éléments de ma suite, j'ai pris une sous-suite. D'accord? Ça veut dire quoi prendre une sous-suite? Ça veut dire que je prends une fonction extractrice. C'est une fonction qui va de n vers n et qui doit être strictement croissante. D'accord? Et une des propriétés que je peux utiliser, c'est la suivante. En fait, comme la suite converge ici, n'importe quelle sous-suite extraite converge également vers la même limite. Donc, pour tout phi qui va de n vers n, strictement croissante, on a que cosinus de phi de n tend vers L quand n
tend vers l'infini. D'accord? C'est pas un exercice si évident, mais je vous invite, alors bon, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler ce genre de choses, normalement ça devrait aller, mais pour ceux qui découvrent ce genre de manipulation, je vous invite fortement à faire la preuve de ce résultat. Donc c'est-à-dire que si vous avez un qui tend vers une limite L, alors pour n'importe quelle fonction phi qui vérifie cette propriété-là, u phi n va également tendre vers L. Voilà, c'est un jeu d'indices assez intéressant à manipuler si on découvre pour la première fois ce genre de notion. Donc là, la fonction extractrice, hein, donc c'est ça qu'on appelle la fonction extractrice, phi, et bien si la fonction que j'ai choisie, c'est n plus 1. Donc ça veut dire que cosinus n plus 1 tend vers L, quand n tend vers l'infini. Et donc vous pouvez vous amuser à remplacer les termes de ma chose là, en passant par la limite. Donc vous allez obtenir que n est égal alors à L fois cosinus 1, moins la limite, quand n tend vers l'infini, de sinus de n, fois sinus de 1. Or, sinus de 1, c'est non nul. Cosinus de 1, bon, ça aussi c'est non nul. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est que cela va impliquer, puisqu'on a ces trucs-là qui convergent, ça implique que cette limite-là existe, et donc il y a convergence de la suite sinus de n. Donc là, je vais avoir convergence. Et je peux noter lambda la limite de sinus n. D'accord? Donc je vais écrire, juste entre peut-être ici, on conclut que sinus de n converge. Voilà, je vais juste mettre converge. Et en notant lambda cette limite, eh bien on obtient l'équation suivante qui doit être vérifiée par L et par lambda. En manipulant cette équation, on va pouvoir avoir une relation donc entre L et lambda. Donc je vais manipuler et je vais obtenir, alors là je vais aller un peu plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce terme-là de ce côté. Le L, je le mets de l'autre côté. Je me retrouve alors avec L fois cosinus 1 moins 1. Et en ayant mis ce terme-là de ce côté-là, j'ai lambda fois sinus 1. Sinus 1, je vais diviser pour ainsi avoir lambda en fonction de L. Donc j'obtiens cette égalité-là. Et quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que cosinus de 1 moins 1 ne peut pas être nul. Remarquons-le tout de suite. Pourquoi? Parce que si cosinus 1 vaut 1, on peut le faire un peu par l'absurde, si cosinus 1 vaut 1, alors ça veut dire que 1, ça doit être égal à pi sur 2 plus k fois pi. Avec un k qui doit être dans z. Et à cause de cette relation, ça impliquerait que pi est irrationnel. Hein, vous avez un truc qui est rationnel ici, et ici vous avez un truc qui est irrationnel. On l'a déjà vu, hein, le fait que pi est irrationnel, c'est un ancien exode-call numéro 21. Alors ancien par rapport au re-upload, mais sinon c'est un futur exode-call hein, par rapport au numéro qu'on est en train de faire là. Mais sinon ça vient du fait que pi est irrationnel, donc ça va tout seul, très bien. On ne peut pas avoir cos 1 qui vaut la même chose que 1. Très bien. Donc on a une contradiction. C'est juste pour m'assurer que en fait, la constante qui est ici est non nulle. Très bien. Bon, alors maintenant j'ai ça. Ok, super. Et maintenant que j'ai ça et que je sais que sinus converge, je vais pouvoir utiliser cette identité ici pour avoir un lien entre L et lambda. Si je le voulais. Ok. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais d'abord utiliser une autre identité. Parce que ça va me permettre de faire... Comment dire ? De faire du tri sur toutes les valeurs de L que je pourrais avoir. Parce que pour l'instant, j'ai pas de condition sur les valeurs de L que je peux avoir. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On n'a pas de condition pour l'instant. On a juste une égalité entre la limite de sinus n et la limite de cos n. C'est tout ce qu'on a. On n'a pas plus. Alors il va falloir jouer avec d'autres formules trigonométriques. Là, une des formules en tout cas que je vous propose, ça c'est de regarder sinus de 2n. Donc je vais effacer un petit peu ici. Hop. De plus, on a... Alors si je regarde maintenant... Alors pas cosinus, j'ai dit sinus. Bon, je peux faire cosinus de 2n aussi, mais je vais d'abord faire sinus. Donc si je regarde sinus de 2n, qu'est-ce qui se passe? Alors sinus de 2n, je vais avoir 2 fois cosinus n, sinus n. À cause encore une fois du fait que sinus est intelligent, il est pour la mixité sociale, et que vous voyez 2n comme étant n plus n. D'accord? Donc je vais avoir 2 fois cos de n
sinus de L. Et ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Lui, je vais pouvoir l'écrire comme L fois cette constante, hein, donc cos de 1 moins 1 sur sinus de 1. Encore une fois, je fais passer à la limite l'égalité. Hein. C'est ça que je suis en train de faire. Ici, je vais avoir 2 fois L fois ce truc-là. Donc, je vais avoir 2 fois L carré fois cosinus 1 moins 1 sur sinus 1. Ce qui est donc génial, c'est que l'équation que je viens d'écrire se simplifie beaucoup. La constante qui est là étant non nulle, je peux la simplifier de part et d'autre de l'égalité. Je peux aussi simplifier un L à condition que je considère que L puisse être égal à 0. Donc je vais juste réécrire la limite lambda que j'ai obtenue tout à l'heure. Donc lambda c'était L fois cosinus de 1 moins 1 sur sinus de 1. Donc ça c'est pour le juste pour rappel encore une fois, ça c'est la limite de sinus de n. Juste pour qu'on soit ok. Et donc, bon bah maintenant que j'ai ça, comme je l'ai dit, je vais avoir que L égale 2L carré, et donc je vais avoir deux cas de figure, soit L égale 0, ou je vais avoir l'autre possibilité qui est que 1 égale 2L, et donc L égale 1 demi. Ok, donc j'ai ces deux possibilités. Mais là, ce qui va se passer, c'est que si L égale 0, et c'est maintenant que je vais utiliser cette égalité, si L est égal à 0, ça implique que lambda est égal à 0, puisque lambda dépend de L, hein, c'est juste une proportionnalité entre L et lambda. Donc là, je vais avoir que ça implique que lambda égale 0. Or, si les deux limites valent 0, et c'est maintenant que j'utilise cette identité trigonométrique, donc là je vais effacer ce que j'ai là, j'espère avoir été clair sur la difficulté qui était présente donc dans la version originale, et bien là je vais avoir que ceci tend vers, normalement L carré, ceci tend vers lambda carré, et donc il va falloir que la somme de ces deux limites là, ces deux choses, doit être égale à 1. Or, si je dis que L égale 0, lambda égale 0, donc là je vais avoir 0, là je vais avoir 0, je suis en train de dire que 0 égale 1. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas possible. Donc ça veut dire que ce cas-là n'est pas possible. Il me reste donc qu'un seul cas de figure qui peut encore marcher, c'est L égale 1,5. Il va falloir maintenant donc le contredire, le fait que L puisse être égal à 1,5. Il va falloir le contredire. Alors, je pourrais m'amuser à utiliser cette identité trigonométrique plus longtemps, mais je pense que je vais préférer utiliser une autre identité pour avoir une équation plus sympathique à utiliser. Et l'autre identité que j'ai envie d'utiliser, ça serait cos de n. Mais je pense qu'on peut conclure également avec le fait que cos carré plus sin carré doit être égal à 1 et voir que l'égalité qu'on obtient ne peut pas être maintenue en simplifiant par L, ou enfin bref, en voyant ce qu'on obtient. Là, ce qui est intéressant, c'est que justement, je vais pouvoir simplifier par L en fait, grâce à l'équation que je vais écrire à présent. Mais si j'avais maintenu l'écriture avec cos n carré plus n carré égale 1, j'aurais obtenu une autre équation qui doit être vérifiée donc par cos 1 et sin 1 et arriver à une contradiction. Il faudra mener tout ça à une contradiction. Moi je préfère cette version-là, comme ça je me débarrasse de la limite. Tout ce que j'ai à savoir, c'est que la limite est non nulle, finalement. Bref, donc je vais avoir ceci, alors là je fais encore une identité remarquable, les cos avec les cos, les sin avec les sin, et il y a un moins, donc je me retrouve avec cos carré de n moins sin carré de n. Je me retrouve avec ça, et si je passe ça à la limite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens L, encore une fois, parce que fonction extractrice, hein, d'accord? Ensuite, là j'ai L carré, et puis lui je vais avoir quoi? Je vais avoir L carré fois cos de 1 moins 1 sur sin de 1 au carré. Vous voyez, donc j'arrive à simplifier la chose grâce à ces équations. J'arrive à simplifier pas mal de choses. Là, il y a notamment le L qui va simplifier, j'en suis content, puisque L est différent de... On a supposé que L est différent de 0, hein, c'est L égale 1,5 finalement. Donc si je simplifie, je vais avoir 1 qui est égal à L moins L fois cosinus donc de 1 moins 1 sur sin de 1, tout ça au carré. Et maintenant, il faut que je fasse des manipulations, j'ai pas le choix. Et puis le L, je vais le remplacer par 1,5. Donc si je fais des manipulations, j'obtiens sinus de 1 au carré égale... donc il faut faire attention au signe, bien sûr. Donc j'ai sinus de 1, L fois sinus de 1, donc 1,5 sinus de 1 au carré. Moins, je vais avoir cosinus de 1 moins 1 au carré.
Et j'ai oublié un 1,5. Ok, le 1,5 peut simplifier avec le 1,5 qui est ici. Donc finalement, je vais effacer pour aller plus vite. Et j'obtiens alors, je vais peut-être réécrire. Donc là, je vais avoir 1,5 de ce truc-là qui est égal donc à moins 1,5 de cosinus. Et là, donc je vais être content, je vais pouvoir simplifier par le 1,5. Donc cos 1 moins 1 carré. Je simplifie par le 1,5. J'obtiens cette égalité-là. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que je peux continuer? La réponse est oui, parce que ce qu'on a comme avantage, c'est qu'on peut tout écrire en fonction de cosinus. Donc là, sinus de 1 au carré, je peux l'écrire comme 1 moins cosinus carré de 1. Donc c'est exactement ce que je vais faire. 1 moins cos carré de 1 est égal alors à, et là j'utilise l'identité remarquable, j'oublie pas qu'il y a un moins devant quand même. Donc j'ai moins cos carré de 1, ok, plus 2 fois cos de 1, moins 1. J'obtiens ceci. Ok, alors là ce qui est cool encore une fois c'est que les cos carrés s'en vont. Ok, donc les cos carrés s'en vont. Tchac, tchac. Les moins cos carrés s'en vont. Ensuite les 2 cos 1, je suis content. Et le moins 1 je vais le mettre de l'autre côté. Donc j'obtiens alors que 2 est égal à 2 fois cos 1. Et du coup on se retrouve avec l'égalité qu'on a rencontrée plus tôt. Ça voudrait dire que cos 1 égale 1. Oui, mais cos 1 égale 1, ça veut dire que lambda vaut 0, au passage, mais... Bref, là je suis en train de dire que cos 1 égale 1, et on a déjà vu que cette chose-là est impossible. D'accord? Donc ça c'est impossible, on l'a déjà vu, parce que, encore une fois, que cosinus d'un angle vaut 1, si seulement si l'angle en question doit être égal à pi sur 2 plus un multiple de pi. D'accord? Donc voilà, et ça, c'est pas possible, parce que 1 n'est pas irrationnel, donc voilà, c'est... Finalement, les deux possibilités, donc L égale 0 et L égale 1,5, sont deux possibilités impossibles. Et on arrive alors à une contradiction avec l'hypothèse de départ, qui était de dire que cosinus n converge. Donc ça veut dire que cosinus n diverge. Et voilà, on a terminé donc l'exercice. Je trouve que cette résolution est beaucoup plus simple que celle de départ, finalement, parce que ça me permet en effet d'éviter ce gros problème que vous avez vu, que je vous ai explicité ici, de devoir manipuler une implication qui n'est pas aussi simple, au demeurant en tout cas, parce qu'a priori, on pourrait penser que ça serait vrai, on s'attendrait à une implication pas si bête que ça, et finalement, il y a quand même de la technique derrière, donc il fallait... à la rigueur, au moins montrer que sinus de n converge avant pour pouvoir utiliser l'implication que j'avais dite vraie mais difficile. Et pour pouvoir peut-être avancer de cette manière-là. On pouvait aussi avancer avec ces égalités-là, c'est pas impossible. Là, ce que je vous ai proposé, c'est de jouer avec d'autres égalités pour pouvoir avancer et amener à une contradiction. Rien n'empêche d'utiliser encore d'autres formules trigonométriques pour avancer, bien évidemment, chacun est libre d'essayer ce qu'il a envie de faire. C'est pas la seule solution possible, encore une fois, là... je vous en propose une parmi peut-être un grand nombre, mais j'espère que vous vous êtes rendu compte en tout cas qu'au moins la résolution que je vous ai proposée est assez simple et ne demande pas des gros outils de mathématiques, essentiellement juste des outils de première année de classe préparatoire, des formules trigonométriques et des jeux avec des suites extraites. C'est essentiellement ça qu'il faut savoir manipuler pour pouvoir résoudre cet exercice. Bon voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment concernant cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus globale. N'hésitez pas à laisser en commentaire, encore une fois j'insiste, vos retours, vos remarques, vos questions concernant la résolution que je propose ici. Ça m'aide beaucoup pour la chaîne et pour donc l'entretien de cette banque d'exos de colle. Donc vraiment n'hésitez pas à faire savoir s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, même si ce sont des questions qui peuvent paraître bêtes, il n'y a pas de questions bêtes en fait, donc vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, juste que je me plante pas sur le sens, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à soutenir ma soeur dans sa musique, encore une fois, découvrir ce qu'elle fait, etc., etc. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, les deux vidéos de deuxième et de quatrième exo de colle, je suis sûr que je me suis planté dans le sens mais c'est pas grave. N'hésitez pas donc à continuer votre petit tour sur la chaîne, ça me ferait grand plaisir. Et sur ce, on se retrouve donc très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!